Monsieur le gouverneur, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, au nom du Collège Belgique de l'Académie royale de Belgique, je vous souhaite la bienvenue à ce cours conférence. Nous sommes très nombreux ce soir, plusieurs centaines d'inscriptions, à cette visioconférence qui aurait dû initialement avoir lieu au Palais provincial d'Arlon. Je vous informe qu'une séance de questions-réponses suivra après l'exposé. N'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion ci-dessous et je cède immédiatement la parole à Monsieur le gouverneur et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance du Collège Belgique. Alors, cette séance qui se tiendra, je l'espère, pour la dernière fois en virtuel, je n'en fais pas la promesse absolue, mais c'est un vœu en tout cas très sincère. En septembre 2018, il n'y a pas si longtemps, mais pourtant bien avant de connaître la crise de la Covid-19, le sud de la province de Luxembourg connaît, vous vous en souviendrez, un début de crise sanitaire avec la découverte de cadavres de sangliers infectés par quelque chose que l'on ne connaissait pas bien à l'époque, la peste porcine africaine. Alors cette épidémie, qui fort heureusement ne se transmet pas à l'homme, mais cette épidémie a bouleversé tout un écosystème en même temps qu'elle impactait très durement toute une région et ses habitants. Et je me rappelle aussi combien il a fallu se battre au début pour faire comprendre à certains niveaux de pouvoir à quel point cette épidémie représentait une crise majeure dans une province où la forêt prend non seulement une part importante du territoire, mais où elle joue un rôle primordial sur la vie de bon nombre de citoyens, y compris sur le plan économique. Et dès la fin de l'été 2018, bon nombre de Gaumais vont déjà connaître des mesures drastiques, très très dures, prises par les autorités pour endiguer la propagation du virus. Et je me rappelle de ces nombreux éleveurs, entre autres à Étal, à qui il était annoncé que dès le lendemain, l'ensemble de leur bétail serait euthanasié, ces exploitants forestiers qui, du jour au lendemain, n'ont plus eu accès à leur outil de travail, et tous ces professionnels du tourisme, et j'en oublie, qui ont dû composer subitement avec une région moins attractive, et je n'oublie évidemment pas les communes dont les budgets ont été durement impactés. Et je pense surtout à tous ces Gaumais, à toutes ces Gaumaises qui ont été privés de leur environnement pour des raisons sanitaires. Et cette crise a en tout cas démontré à quel point la vie économique et sociale de notre province est étroitement liée à celle de la forêt. Alors, si la PPA a touché d'autres régions en Europe, la Gaume est à ce jour la seule, probablement aussi bien, à être parvenue à éradiquer ou être en voie de complète éradication de ce virus, même si, je le sais, le professeur Linden le dira, la prudence doit encore être de mise et que des mesures sont toujours prises pour éviter la prolifération des sangliers dans la zone. Et évidemment, un retour à un statut d'indemne de la peste porcine a quelque peu été éclipsé par la situation sanitaire nouvelle, la situation sanitaire actuelle, mais il n'en demeure pas moins que c'est une réussite assez formidable. Et ce soir, je souhaite aussi, au travers de ce cours conférence, souligner et mettre en avant tout le travail remarquable de celles et ceux qui se sont engagés et que j'ai vu au quotidien lutter contre ce virus de la peste porcine. Et je pense notamment, je ne vais pas les citer tous, mais à tous les acteurs de la task force de la stratégie en charge de nombreux experts qui étaient mis en place par les deux ministres de l'Agriculture au niveau régional et avec à sa tête M. Herman. J'ai la chance ce soir, et c'est justement la grande spécialiste de la PPA, elle-même membre de cette task force que je viens d'évoquer, qui sera notre invitée et notre oratrice. Annick Linden est professeure de médecine vétérinaire à l'Université de Liège, où elle dirige le département des maladies infectieuses et parasitaires de la faculté vétérinaire. Elle est également responsable du réseau de surveillance des maladies de la faune en Belgique, ce réseau qui vise à détecter les agents pathogènes nouveaux et présents dans la faune locale et à prendre les mesures adéquates si nécessaire, d'où son rôle dans la gestion de la crise de la peste porcine africaine. Avant toute chose, je vais céder la parole en le remerciant également de sa présence au professeur Jean-Michel Fouadard, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique, qui va vous inviter également à cette conférence. Mais je voudrais, au-delà de tout ça, remercier également le Collège Belgique pour une circonstance particulière, parce que ce soir, vous le saurez probablement, mais le cours conférence a rencontré un immense succès. Vous êtes ce soir plus de 200 inscrits. Et je voudrais remercier le Collège pour la manière avec laquelle nous collaborons et aussi son souhait
de toujours programmer des cours-conférences en phase avec les points de convergence, avec les points d'attention, avec les points de préoccupation des Luxembourgeois. Et pour ça, vraiment, je vous en remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, je vous cède la parole et je vous souhaite encore à toutes et à tous un excellent cours-conférence. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Je voudrais vous remercier de nous accueillir si régulièrement, habituellement à Arlon et aujourd'hui de manière virtuelle. Je remercie également le professeur Annick Linden d'avoir accepté d'être notre oratrice ce soir. Je voudrais rappeler simplement que le Collège de Belgique est une émanation des académies. Alors, ces académies, elles sont localisées à Bruxelles, dans le Palais des Académies, qui est jouxte le Palais Royal. Ce sont des académies avec de vieux académiciens qui sont des centres certainement de savoir et de pouvoir, mais avec des missions très spécifiques et un peu occultes. Et c'est la raison pour laquelle les académies ont décidé, à travers le Collège Belgique, de faire partager leurs préoccupations, leurs connaissances, non seulement au grand public bruxellois, mais également à Namur, à Bruxelles, à Charleroi et à Arlon. Et donc, ces cycles de conférences sont destinés véritablement pas à des spécialistes, mais à des personnes de terrain. Et la collaboration des acteurs de terrain en Gaume a été essentielle dans cette lutte et dans cette victoire contre la peste porcine africaine. L'Académie royale de médecine de Belgique insiste beaucoup sur le concept de One Health, de la santé unifiée. L'homme n'est pas au sommet de la nature, mais il s'intègre à son environnement et il doit apprendre à le gérer, à le préserver, en tenant compte non seulement de la santé humaine, mais de la santé animale en un seul concept, celui de la santé intégrée. Et ce que nous avons vécu en Gaume en 2018 et ce que nous vivons actuellement dans la crise sanitaire montre clairement combien la santé humaine est étroitement liée et également à l'intégration avec l'environnement. La stratégie d'éradication de la peste porcine africaine est une success story. C'est une grande source de fierté pour notre pays, en particulier pour la région wallonne. Elle est le fruit d'une collaboration étroite entre la région wallonne et particulièrement M. Marc Herman, que l'on pourrait appeler le chef d'orchestre, qui a coordonné avec les autorités belges et européennes tous les efforts sur le terrain. Mais si M. Herman a été le chef d'orchestre, c'est aujourd'hui un peu le premier violoniste de l'orchestre, le professeur Linden, qui est vétérinaire et expert de la faune sauvage, qui est l'invité de l'Académie royale de médecine de Belgique. Elle va nous expliquer les inouïes performances réalisées sur le terrain, et l'Académie de médecine la remercie véritablement d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'elle est extrêmement connue dans tous les domaines qui concernent aujourd'hui le thème et dans tous les domaines qui concernent la faune sauvage en Wallonie. Qu'elle reçoive véritablement les remerciements de l'Académie royale de médecine de Belgique pour son exposé de ce soir et je lui cède immédiatement la parole. Merci, professeur. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais avant tout remercier le professeur Fouadard, monsieur le gouverneur et le Collège Belgique de l'Académie royale de médecine de m'avoir invité pour vous exposer un peu la situation et refaire un peu le bilan de cette crise qui a duré 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je vais commencer directement et je vais essayer de partager mon écran. Voilà, je pense que c'est parfait comme ça. Vous voyez mon écran? Oui, parfait. Oui. Ok, merci. Et donc, si je vais aborder ce sujet, je vais regarder le... C'est bon. Si j'aborde ce sujet seul aujourd'hui, c'est évidemment au nom de toute une équipe. Et donc, il y a évidemment plusieurs structures qui ont collaboré pour en arriver où on en est aujourd'hui. Et vous verrez que c'est un travail assez harassant qui a duré donc de nombreux mois. Et je vais essayer de vous l'expliquer de manière la plus précise possible. Peut-être avant de discuter de ce qui s'est passé en Belgique, peut-être un
un topo de ce qui se passe, enfin, si on envisage l'actualité d'avril 2021. Je suis ennuyée parce que j'ai l'étiquette qui... Attendez, je vais faire ça. Voilà, ok. Sorry, je ne voyais pas mon écran. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Donc, j'ai repris quelques données de l'actualité d'avril 2021 au niveau mondial. Et vous voyez que quand on regarde ce qui se passe en Chine actuellement, il y a une recrudescence de cas, surtout dans les provinces du nord de la Chine, alors qu'il y avait une accalmie en 2020. C'est un premier problème en Chine. Un deuxième problème est qu'il y a apparition de variants qui sont hautement transmissibles, mais beaucoup moins virulents en Chine, ce qui pose un réel problème en termes de détection précoce de la maladie. Donc, la Chine est actuellement dans des problèmes de ce type-là. En Russie, regardez la date, fin avril, on a encore détecté des foyers dans des élevages de porcs avec ce problème en Russie qu'on a retrouvé sur des marchés locaux des produits de porc qui étaient infectés par le virus de la peste porcine africaine, ce qui pose évidemment un grave problème au niveau commercial. Et puis, plus près de chez nous, vous le savez, l'Allemagne est infectée du côté de sa frontière polonaise avec actuellement, donc 2 Landes sont atteints et plus de 1000 cas ont été détectés positifs. Et si on considère la totalité des cas à la frontière germano-polonaise, eh bien, plus de 5000 cas sont positifs dans cette zone-là. Si on reste en Europe, je vous ai mis ici la carte de la Commission européenne, qui est une carte mise à jour du 26 avril 2021. Et vous voyez que je vous parlais de l'Allemagne et de la Pologne. Les zones en bleu sont des zones tampons, les zones en rose sont des zones où seul le virus circule dans des populations de sangliers, et les zones en rouge sont des zones où le virus circule dans des populations de sangliers et de porcs domestiques. Et vous voyez que 10 États membres sont infectés actuellement. Et j'ajoute à ça, hors Union, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie et la Serbie. Donc, vous voyez qu'on est quand même cerné du côté de l'Est. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Hein. Donc, c'est important de vous le montrer. Alors, je me permets quand même un petit retour en arrière en vous parlant un tout petit peu d'Afrique, tout simplement parce qu'on fête cette année, donc en 2021, le 100e anniversaire de la découverte de ce virus. Le virus de la peste porcine africaine, donc c'est tout à fait différent de ce que vous connaissez avec le SARS-CoV-2. Ici, c'est un virus qui est connu depuis un siècle, qui a été décrit au Kenya dans des populations de porcs. Et donc, actuellement, plus d'une vingtaine de pays africains sont infectés et tous ces pays, donc en situation subsaharienne, sont des zones d'endémie pour le virus de la peste porcine africaine. Alors, avant 2017, parce que 2007, avant 2007, qui est une date clé, avant 2007, il y avait eu des incursions de ce virus vers l'Amérique du Sud, vers les Caraïbes, vers l'Europe. Il y a eu des cas, des infections, des foyers au Portugal, en Espagne, en France, en Hollande, et même chez nous, en Belgique, en 1985. Nous avons été infectés en Flandre, dans des élevages de porcs, par le virus de la peste porcine africaine. C'était des aliments venant d'Espagne qui avaient été donnés à manger à des porcs d'élevage. Et donc, à cette époque-là, plus de 30 000 porcs ont été abattus et le foyer a été vaincu, mais ça ne concernait à cette époque que des porcs domestiques. Et donc, ça, c'était avant 2007. Et puis, ce qui s'est passé en 2007, c'est que la Géorgie a été infectée pour la toute première fois au départ du port de Poti. C'est un port en Géorgie un bateau venant d'Afrique de l'Est a déversé des déchets alimentaires, hein, donc du bateau, qui ont été donnés à manger à des porcs de la région en Géorgie. Et en fait, toute notre crise sanitaire actuelle en Europe et en Asie, en fait, a ce point d'origine qui est l'introduction du virus en Géorgie en 2007, et toutes les souches de génotype 2, à part la Sardaigne, toutes les souches de génotype 2 qu'on connaît en Europe et en Asie émanent de cette souche de Géorgia 2007 qui est vraiment à l'origine de la crise sanitaire qu'on connaît. Donc voilà la situation dans le monde avec
le nombre de pays infectés entre 2016 et 2020. Alors, je vais rester un tout petit peu en Afrique. Je vous ai parlé de l'Afrique, puis je vous ai parlé de l'Europe et de l'Asie. Il y a peut-être une chose importante avant de parler de la Belgique que je trouve vraiment fort intéressante parce que c'est un virus extraordinaire, c'est que ce virus le virus de la peste porcine africaine a différentes voies de transmission. Et celle qui est connue depuis le tout début, c'est ce premier cycle qu'on appelle le cycle sylvatique. Et dans ce cycle sylvatique, le virus de la peste porcine africaine est capable de se multiplier, de survivre dans des tiques d'un genre très particulier qui existe en Afrique. Et ces tiques infectent les phacochères dans les terriers, les jeunes phacochères, qui font une virémie relativement importante et qui permettent à d'autres tiques de se nourrir sur ces phacochères et donc de transmettre le virus entre la tique et l'animal. Ça, c'est le premier, c'est le cycle sylvatique qui est connu depuis très très longtemps. Puis vous avez un deuxième cycle ici qui est aussi un cycle à transmission vectorielle. Donc les tiques dont je vous ai parlé sont aussi capables en Afrique de vivre dans les porcheries et d'infecter les porcs. Donc c'est aussi, jusque-là tout va bien, c'est un arbovirus, il est transmis par un arthropode et tout le monde est content. Le problème, c'est que ce virus est aussi capable de se transmettre entre porcs, c'est-à-dire par contact direct ou indirect, et notamment par ingestion d'une viande contaminée, d'une viande infectée. Et ça, c'est un cycle pic-pic où là, finalement, le virus n'est plus inféodé à l'arthropode dont je vous parlais. Et le quatrième cycle, qui nous intéresse évidemment ici, c'est le cycle sanglier-environnement. Et donc, le sanglier est tout aussi sensible que le porc au virus de la peste porcine africaine, alors que le phacochère est entièrement tolérant. Et ce sanglier est capable, donc, est un réservoir, et donc le virus va se maintenir dans les populations de sangliers en se maintenant dans l'environnement, en infectant les sangliers par contact direct et indirect. Et c'est vraiment ce cycle-là qui est très, très, très important en Europe. Et donc, je vais rester sur le sanglier, évidemment, pour discuter maintenant de ce qu'on a vécu en Gaume depuis septembre 2018. Mais avant de vous parler vraiment des tout premiers cas, j'ai quand même quelques infos sur ce qui a été anticipé. Parce que je pense que dans n'importe quelle crise, en fait, tout ce qui est anticipé va effectivement, bien sûr, préparer le terrain et nous faciliter la vie. Ce qu'on a en Belgique, c'est qu'on a un groupe d'experts wildlife qui est organisé par l'AFSCA et qui comprend différents experts des régions. Et donc, on se rencontre une fois par an pour discuter des pathogènes qui circulent dans la faune sauvage autochtone. Il y a aussi, en mars 2018, l'AFSCA a créé une task force nationale ASF qui regroupait toute une série d'intervenants pour préparer le terrain au cas où. Ça, c'était en mars 2018. Et puis, il y a deux services importants qui ont aussi joué un rôle très important dans la préparation de la crise. C'est le département d'études du milieu naturel et agricole, donc le département de M. Herman, où travaille Alain Licop. Et donc, ce département a pour mission principale de suivre les populations de faune sauvage. Et ces espèces sont suivies pour des enjeux majeurs en termes de gestion du gibier, ça c'est important. Le département s'occupe aussi de techniques d'inventaire. Et donc, vous voyez ici un sanglier avec un collier émetteur, un collier GPS. Et donc, évidemment, moi, vétérinaire, ce qui m'intéresse, c'est que quand on suit ces animaux, quand on suit le déplacement de ces animaux, eh bien, on suit aussi les agents pathogènes qu'ils véhiculent. Et c'est pour ça que la connaissance du mouvement des animaux, les études qui sont faites sur les recensements, sur les estimations de population ont été très, très importantes au moment où la crise a émergé. Donc, ces données étaient très importantes. Le deuxième service qui a pas mal aidé non plus, évidemment, c'est le réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage qui est financé par la région wallonne et qui est mis en œuvre par l'université. Et donc, je suis responsable de ce service qui comprend plusieurs personnes. Et donc,
Donc, nous travaillons déjà depuis plus de 15 ans en surveillance sanitaire de la faune sauvage, que ce soit en vigilance ou en surveillance. Et donc, ce qu'on avait déjà préparé avant le foyer de septembre, on y pensait, hein, puisque la maladie était présente dans d'autres pays européens. On a en fait, en juin 2018, hein, donc 2 mois avant la crise, on a organisé une formation des agents DNF aux règles de biosécurité, en leur expliquant, tiens, mais voilà, quand vous trouvez un sanglier mort, comment l'emballer correctement, en respectant des règles de biosécurité très strictes, sachant que s'il devait, just in case, hein, s'il devait être infecté, eh bien, il fallait prendre toutes les précautions pour ne pas évidemment que des jus dégoulinent partout et qu'on nous l'amène à la faculté, donc pour analyse, bien emballé pour éviter de contaminer l'environnement. Et donc ça, c'était une première sensibilisation des agents, donc 2 mois avant la crise. Une deuxième sensibilisation, ça a été l'organisation de conférences qui ciblaient en fait les chasseurs et aussi les collègues vétérinaires. Et donc l'AFSCA a aussi organisé des conférences à ce moment-là, donc toujours avant la crise de septembre 2018, pour prévenir que ça pourrait nous arriver et ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là. Et un troisième point qui a été, comment dirais-je, bien évalué aussi, c'est que donc, mon service, donc le réseau Faune Sauvage, nous avons intensifié la surveillance passive. C'est-à-dire qu'on a, en termes de communication, sensibilisé les chasseurs et les agents forestiers à l'importance de notifier et de faire analyser tout sanglier trouvé mort dans la forêt. Parce qu'on sait que pour cette maladie-là, pour les cas de peste porcine africaine, le sanglier va mourir rapidement, en 7 à 10 jours. Et donc, les premiers cas que vous allez retrouver, ce sont des sangliers morts. Et donc, c'est le meilleur, et c'est connu, c'est le meilleur moyen de détection précoce, c'est la recherche et l'analyse de sangliers trouvés morts dans la forêt. Et donc, on a essayé aussi de faire passer le message. Et c'est vrai qu'en 2018, on en a reçu plus que d'habitude, plus que les autres années. Et finalement, ceux qui sont arrivés à la faculté le 11 septembre, c'était grâce à cette surveillance passive. Et donc voilà, donc ça c'était en temps de paix. Et puis voilà, c'est arrivé. Hein, en septembre 2018, la Belgique a notifié ces 2 premiers cas de sangliers viropositifs. Ils ont été trouvés le 10 septembre. Regardez un petit peu en vitesse quand même la réactivité. Le 11, ils ont été autopsiés à la faculté vétérinaire à Liège. Le 12, les échantillons étaient au laboratoire de référence Ciensano qui confirmait les 2 cas positifs. Le 13, c'était déjà le branle-bas de combat avec une réunion de crise à Bruxelles avec l'AFSCA, les régions. La zone infectée provisoire était établie à ce moment-là. La notification était faite au niveau européen et au niveau de l'OIE. Et le 14, on continuait, donc on découvrait d'autres cas. Donc ça, c'est une réactivité, c'est important en termes de rapidité opérationnelle. Alors, donc, ces cas ont été confirmés donc, par le laboratoire de référence Ciensano à Bruxelles et confirmés également par le laboratoire européen de référence qui est en Espagne. C'était bien une souche de génotype 2, comme la souche Giorgia 2007. Donc, nous avons publié ces données relativement rapidement et le génome complet de la souche belge qui s'appelle Etal Wildboar 2018 a été complètement séquencé par un membre de notre laboratoire. Et donc, vous voyez ici, elle est ici la souche Belgium. Et donc, on est bien dans toutes les souches en bleu émanent de la Giorgia 2007 qui est ici. Et donc, vous voyez en termes d'approche phylogénétique que la souche belge est proche de la souche estonienne et des souches polonaises si on se base sur les séquences qui sont publiées dans GenBank jusqu'à présent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y en a une quinzaine à peu près. Et donc, tout ça pour en arriver à ce que nous perdions notre statut indemne chez tous les suidés, indemne donc de peste porcine africaine. Donc, on a perdu ce statut dès l'instant où on a notifié les premiers cas. Par contre, nous avons pu maintenir le statut indemne de peste porcine africaine chez les porcs domestiques. Alors, c'était intéressant de le maintenir. Ceci dit, au niveau économique, ça n'a pas joué grand-chose. Et donc, dès l'instant où
les pays tiers ont su que la Belgique était infectée, et beaucoup de pays ont décrété un embargo sur la viande de porc. Et je vous mets juste une seule dia pour vous montrer quand même la rapidité des conséquences au niveau économique. Vous voyez ici, donc sur une échelle du temps, septembre 2018 est ici. Et donc, on voit en fait, ça ne concerne que les exportations des porcs hors Union européenne en milliers de tonnes par mois. Et vous voyez que dès septembre 2018, l'embargo éclair et des pays comme l'Asie, comme la Chine, la Corée du Sud, les Philippines ont déclaré un embargo immédiat sur la production porcine. Et donc, vous voyez qu'elle a chuté de moitié. Et on considère, je n'ai mis qu'un chiffre ici, que les coûts estimés pour le secteur du porc en Belgique équivalent à plus de 150 millions d'euros si on considère l'impact sur le prix du porc au kilo. Donc, voilà. Et donc, c'est assez violent, évidemment, comme conséquence et assez rapide. Et donc, vous imaginez bien qu'en fait, la pression était claire sur un objectif que nous avions tous et qui était donc l'éradication du virus en Belgique, avec deux aspects dans cet objectif. C'est empêcher l'introduction du virus dans les élevages porcins, ça c'est une première chose, et le deuxième objectif, c'était, puisque le virus était là, c'était limiter la dispersion du virus au sein des populations sanglières. Alors en ce qui concerne les élevages porcins, c'est l'AFSCA qui est responsable de tout cet aspect de contrôle. Donc la surveillance passive a été augmentée, donc à partir de septembre 2018, dès qu'un comment dirais-je, des porcs étaient détectés malades ou lors de mortalité anormale dans un élevage, eh bien 3 prélèvements devaient obligatoirement être envoyés au laboratoire Cienzano pour vérifier qu'il ne s'agissait pas de peste porcine africaine. La surveillance active dans les élevages à risque a été augmentée aussi. L'AFSCA a engagé une vingtaine de vétérinaires pour augmenter le niveau de biosécurité. Et ici, à partir de juin 2021, donc tous les exploitants devront évaluer leur niveau de biosécurité grâce à une application qui a été développée, qui s'appelle BioCheck, et qui a été développée par nos collègues vétérinaires de Gand. Et donc, clairement, ce travail aussi a été évidemment très important et a permis finalement de maintenir sous cloche l'élevage porcin et d'éviter, comme dans ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, quand vous avez des sangliers infectés dans une région, inexorablement, les porcs sont infectés d'une manière ou d'une autre à plus ou moins longue échéance. Donc, c'est important et on a quand même réussi ce challenge-là. Alors, limiter la dispersion du virus au sein des populations de sangliers, c'est ce dont on va parler maintenant. Et pour finalement mener à bien cet objectif, je vous présente ici l'organigramme de crise qui tient compte de la situation. Donc, en Belgique, nous sommes un État fédéral, donc les compétences sont partagées. Le fédéral est responsable de tout ce qui concerne la sécurité de la chaîne alimentaire et au niveau agriculture, tous les aspects sanitaires liés à la santé des animaux domestiques, plus tout ce qui concerne l'export. Et les régions sont responsables de la santé des animaux sauvages et de leur management, évidemment, de tout ce qui concerne la chasse, le tourisme et, dans le domaine de l'agriculture, tout ce qui est autre que sanitaire. Donc, vous voyez que les compétences sont partagées. Et donc, il faut évidemment tenir compte de ces situations pour travailler efficacement avec le régional et le fédéral. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, un comité stratégique a été créé. Le responsable en est M. Herman, qui est donc directeur du DEMNA, le département dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce comité stratégique comprend évidemment notre CVE, Jean-François Emmens, et tout un groupe, un panel de scientifiques et d'experts qui émanent de la région, de l'AFSCA, de l'Université de Liège, de Cienzano. Et puis, il y a aussi les représentants des ministres compétents. Et donc, ce comité stratégique se réunissait, parce qu'on a
on s'est un peu calmé pour le moment, mais on se réunissait tous les mois. Et plus, si gros problème, hein, c'est arrivé qu'en situation d'urgence, on se réunisse même un samedi quand on détectait des animaux positifs là où il ne fallait pas. Et donc, ce comité stratégique est très, très important. Les décisions qui y sont prises sont validées par le comité de crise qui comprend les responsables de l'autorité régionale et évidemment validées par le ministre régional. Il y a aussi un comité technique et chaque action, si vous voulez, est bien compartimentée avec chaque fois un chef qui s'occupe de tout ce qui est communication, clôture, etc. Vous voyez ici les différentes actions qui étaient mises en œuvre et qui étaient rigoureusement pensées. Et donc, finalement, le comité technique met en œuvre ce qui est décidé par le comité stratégique et validé par le comité de crise. Alors, les mesures de contrôle qui ont été prises dans la région, je crois qu'on peut les résumer comme ceci. Il y en a eu 4. Et c'est vrai qu'il y a des termes que vous entendez aussi hein, quand on parle de crise de la Covid. Hein. Donc, on a dû mettre en place des zones de restriction. Bon, le point 2, ça c'est un peu particulier. On a dû rechercher, évacuer des carcasses. Donc, vous allez voir, je vais passer en revue ces différentes mesures de contrôle, en commençant donc par la première, les zones de restriction. Alors, les zones de restriction, dès l'instant, je vous l'avais dit, où les cas ici en rouge ont été déclarés, eh bien, directement une première zone infectée a été délimitée, qui faisait une zone de 630 km² dans laquelle on a commencé à prendre des mesures, mais rapidement, en novembre 2018, ces zones ont été officialisées en tenant compte de la réglementation européenne qui impose à chaque pays infecté de créer une zone et de délimiter une zone qu'on appelle une zone 2, qui est une zone infectée, en rose, hein, sur la carte de l'Europe que je vous avais montrée, et puis une zone tampon, qui est qu'on appelle la zone 1, en dehors de la zone infectée. Et donc, ce zonage doit être validé par l'Europe et modifié chaque fois qu'on découvre de nouveaux animaux infectés dans des endroits non compris dans la zone 2. Donc, zone 1 et zone 2. Alors, comme je vais, pour le reste de l'exposé, souvent vous parler de cette zone, donc zone 2, zone 1, donc Virton est ici, pour que vous ayez des repères. Ceci, bon, les Gomais connaissent ça, mais ceci est l'autoroute hein, qui va à Arlon. Alors, les premiers cas ont été trouvés dans la région d'Étal, là où coule la source Valvert. Et puis là, vous avez dans la forêt d'Orval, l'abbaye d'Orval qui est là, une zone qui n'a jamais été contaminée. Et donc, pour la suite, ben, vous choisissez finalement le repère que vous voulez pour me suivre dans les cartes que je vais vous présenter. Alors, ces zones de restriction européennes, elles ont été, comme je vous le disais, modifiées au fur et à mesure. Et donc, chaque fois que des cas positifs étaient retrouvés, eh bien, il fallait modifier les zones. Et donc, nous avons eu 4 modifications de zones. Donc, celle de novembre 2018, c'était la première zone officialisée. Et en janvier, je me rappelle, le 6 janvier 2019, on a détecté là, à 1,8 km de la frontière française, ça devrait être le branle-bas de combat en France à ce moment-là, parce que c'était vraiment, vraiment très près. On a trouvé 2 cas positifs, ce qui nous a obligés à élargir la zone 2 vers l'ouest, hein, jusqu'à la frontière française. Puis en février 2019, on a retrouvé un cas positif le 13 ou le 14 février dans la région de Méliès, ce qui nous a aussi obligés d'élargir la zone infectée. Et puis en mars 2019, on a encore trouvé un cas en dehors de la zone infectée. Je dois reconnaître qu'à cette époque-là, on était quand même un peu découragés. Mais voilà, c'est la vie. En janvier, même chose, on a retrouvé un os juste derrière la clôture, ce qui nous a aussi obligés à agrandir la zone infectée avec chaque fois une officialisation auprès de la Commission européenne. Et enfin, en mai 2020, nous avons pu pour la première fois rétrécir la zone 2 parce que dans cette zone ici, hein, la plaine de Sompton,
eh bien, on n'avait plus trouvé de cas positifs pendant presque un an, et donc plusieurs mois en tout cas, et donc on a pu rétrécir la zone 2, et on en est aujourd'hui évidemment, vous retrouvez la zone évidemment, comment dirais-je, éclaircie pour le moment, et donc nous n'apparaissons plus sur les cartes européennes avec une zone 2 et une zone 1. Alors, en parallèle de ces zones de restriction qui sont imposées au niveau par la Commission européenne, zone 2, zone 1, la région avait également délimité des zones de restriction qui facilitaient les mesures de contrôle sur place. Et donc, au centre, la région a délimité ce qu'on appelle la ZI, donc la zone infectée, qui s'est agrandie avec le temps. Et puis tout autour, en périphérie, on avait une zone d'observation renforcée où des mesures étaient prises. Et puis un peu plus loin, des zones de vigilance, ici et là, hein, la forêt d'Anlier, l'autoroute est ici. Hein. Et donc ce zonage de restriction a facilité les mesures qui ont été mises en place dans la région. L'ensemble des deux zones, zone 2 ou zone 1, ou les trois zones régionales, c'est la même chose, représente un total de 1106 km². Alors, dans ces zones de restriction, eh bien, évidemment, des mesures drastiques ont été prises, et dès octobre 2018, et ça a évidemment été très violent pour les Gaumais, donc toute activité a été interdite dans les forêts de la zone infectée. Et donc, ça a été l'arrêt total. Donc, toutes les activités, donc, il a été interdit de chasser, de nourrir les sangliers, de se promener et de travailler dans la forêt. Et donc, ce sont des mesures qui ne sont pas faciles à prendre, mais qui étaient importantes. Alors, pourquoi a-t-on fait ça? Vous verrez les chiffres tout à l'heure du nombre d'animaux retrouvés morts infectés. C'est que c'était vraiment important de laisser la forêt en paix, finalement, pour laisser mourir les sangliers en paix. Donc, surtout ne pas les déranger et surtout faire en sorte qu'ils n'aient pas l'idée, en étant infectés, de sortir de la zone et d'aller infecter les zones périphériques. Donc, cette mise sous cloche de la Gaume pendant un certain temps, hein, jusqu'à avril 2019, a été effectivement, j'en conviens, très très dur, mais a été très 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 utile. En avril 2019, certaines forêts ont été rouvertes, puis refermées en octobre 2019 pour pouvoir faciliter les opérations de destruction. En janvier, la région wallonne a réouvert pour des activités professionnelles légères, et puis on a rouvert progressivement, la région a rouvert progressivement. Et donc, toutes ces mesures ont été prises, et on le vit maintenant avec le SARS-CoV-2, c'est qu'on peut parfois avoir l'impression qu'on change d'avis et qu'on impose des mesures, mais en fait, toutes ces mesures sont prises en connaissance de cause et sur base des analyses qui sont faites et des animaux qui sont retrouvés, positifs ou négatifs. Et c'est ça qui permet de progresser. Donc, cette adaptation, on s'adapte en fait à ce qui se passe et à la situation épidémiologique. Ça, c'est important de bien comprendre ça et de ne pas penser qu'on change d'avis simplement pour d'autres raisons. Donc ça, c'était pour le zonage de restriction. Maintenant, la deuxième mesure de contrôle aussi très importante qui a été prise et qui a demandé beaucoup de travail, c'est la recherche et l'évacuation des carcasses. Et donc, beaucoup d'hommes de terrain ont participé à ça, et je les en remercie. Et donc, en fait, tous les cadavres donc, de sangliers qui ont été retrouvés donc, morts en forêt doivent obligatoirement être donc, évacués de la forêt. Pourquoi? Parce que le virus de la peste porcine africaine est un virus extrêmement résistant dans le milieu extérieur et extrêmement résistant dans les carcasses. Donc ça, c'est aussi une différence par rapport au SARS-CoV-2, c'est que ce virus-ci est excessivement résistant. Et donc, par exemple, regardez ici, je me rappelle très bien de ce cas-ci, qui est un sanglier qui a été retrouvé mort très tôt au début de la crise, hein, dans cet état-là, hein, avec un petit peu d'os, avec des os évidemment, de la peau et des poils. Eh bien, en prélevant un os, cet os était toujours viropositif. Donc, le virus a été retrouvé avec des charges virales, pour ceux qui connaissent un peu en QPCR de 28. Donc, il y avait une charge virale importante dans les os de ce sanglier. Donc,
clairement, il ne fallait pas laisser ce genre de carcasse en forêt. Et donc, c'est pour ça que ce travail a été mis en œuvre directement dès septembre 2018 et il continue toujours actuellement. Et pour ce travail, la région a été aidée dès le début du foyer par la protection civile et par les équipes de Stéphane Bérin qui, dès qu'un sanglier, une carcasse était découverte, eh bien, la protection civile se déplaçait, l'emballait en prenant moult précautions en termes de nettoyage et de désinfection et le ramenait dans les centres de collecte dont je vais parler. Et donc, les objectifs sont clairs. Pourquoi ramasser les carcasses? Pour, je vous l'ai dit, extraire le virus de l'environnement, mais aussi délimiter l'air infecté, parce que chaque animal, évidemment, chaque carcasse était analysée pour vérifier si elle était ou non positive et avec quelle charge virale, et donc établir la cinétique de l'épidémie, et c'est ça qui permettait de prendre des décisions. Alors, ce travail de prospection a été mis en œuvre par par le DEMNA et par le département nature et forêt du service public de Wallonie. Donc, c'est un travail qui a duré évidemment, donc, qui a été, je vous l'ai dit, mis en œuvre depuis septembre 2018 et ce qui est quantifié selon le DEMNA, c'est plus de 56 000 heures de recherche depuis le début de la crise en respectant donc, des consignes de biosécurité. Donc, les hommes se déplacent dans la forêt en ligne par groupe de 4 à 8 en respectant, s'ils trouvent une carcasse, évidemment, des procédures de biosécurité. Et en fonction de la végétation, il est possible pour un homme et une femme de faire entre 20 et 40, de chercher 20 à 40, de rechercher des carcasses sur 20 à 40 hectares par jour. Et donc, sur cette figure-ci, ce que vous voyez, c'est donc sur une échelle du temps, vous avez en rouge le nombre, et un petit peu en gris, le nombre de carcasses retrouvées par semaine, hein, depuis septembre 2018. Et vous avez en vert le nombre d'heures de recherche qui ont été organisées aussi par semaine dans certaines zones dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, ces recherches ont permis de détecter et d'extraire de la forêt plus de 1300 carcasses entre septembre 2018 et aujourd'hui. Et parmi ces carcasses, donc 801 étaient positives pour le virus de la peste porcine africaine. Alors, la troisième mesure, c'est évidemment les mesures de confinement. Et donc, la région wallonne a mis sur pied un réseau de clôture qui actuellement fait approximativement 300 km dans et en dehors des zones de la zone infectée, hein, de la zone 2 ici au centre. L'autoroute est ici, qui est évidemment une barrière évidente, et toutes les clôtures sont en fait les lignes rouges que vous voyez ici et qui ont été construites progressivement. Alors c'est vrai que ça peut ressembler à un patchwork, mais ça a été évidemment très, très, très efficace. Il y a eu 2 phases dans la construction des clôtures. La première phase d'octobre 2018 jusqu'avril 2019. Et donc là, on s'adaptait à la situation et parfois on courait derrière le virus. Et donc on trouvait des cas positifs et donc on construisait des clôtures, puis on retrouvait des cas positifs. Donc ça a été un peu décourageant, mais bon voilà, c'était la première phase de la mise en place des clôtures. Ceci dit, la clôture ouest ici a été une clôture construite très tôt et qui a été miraculeuse. Hein. L'abbaye d'Orval est là. Oui. Sauf les fuites ici dans la plaine de Sompton, cette clôture a été vraiment, vraiment efficace. Et donc ça, c'était la première phase de la construction des clôtures. Et puis, il y a eu une deuxième phase à partir d'avril 2019 où pendant plusieurs mois, on a plutôt anticipé. Et on a été construire des clôtures bien au-delà du front de la vague épidémique, ici aussi, et ici aussi dans la forêt d'Anlier. Et donc, ces clôtures ont permis clairement de ralentir la propagation du virus en ralentissant finalement
le mouvement des sangliers, mais ces clôtures ont aussi permis de créer des corridors, comme vous voyez, ce qui a facilité les opérations de destruction qui ont été réalisées par les chasseurs et par l'administration. Et l'efficacité des clôtures a été clairement prouvée dans un article qui a été publié. C'est une collaboration que nous avons envisagée avec le laboratoire de Marius Gilbert, de l'ULB, où on a pu mettre en évidence l'efficacité des clôtures ainsi que la vitesse de dispersion du virus qui présentait une claire anisotropie avec des vitesses beaucoup plus lentes ici dans le centre et des vitesses de progression beaucoup plus élevées jusqu'à 4-5 km par mois ici, dans l'ouest, notamment ici. Donc ça, c'est les aspects clôture. Et la quatrième mesure de contrôle, ce sont les mesures donc, de dépopulation qui ont dû aussi être communiquées et digérées par tout le monde. Ce n'est pas toujours évident non plus d'envisager cette approche. Et donc l'objectif était clair, c'était de diminuer le plus possible le nombre de sangliers donc dans la zone infectée, mais aussi en périphérie. Alors, dans la zone infectée, donc c'est sûr que le virus a quand même créé, a permis en fait d'avancer clairement, puisque beaucoup d'animaux, 96% des animaux positifs sont des animaux trouvés morts, mais ce qu'il était aussi important de faire, c'est de créer un vide sanitaire en zone périphérique. Pourquoi? Pour en fait éviter que si un sanglier infecté ne sorte de la zone infectée, eh bien, il rentre en contact avec un sanglier sain et que la maladie ne progresse de la sorte. Et donc, en ce qui concerne la zone infectée, c'est surtout l'administration qui a été responsable des opérations de dépopulation, je vais en parler, mais les chasseurs ont évidemment joué un grand rôle en périphérie pour aussi dépopuler et essayer de maintenir le cap pendant les nombreux mois. Et donc, ces mesures ont été évidemment chaque fois envisagées par la région. Alors, quand on parle de dépopulation, eh bien, il y a plusieurs outils qui ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif de dépopulation. Et le premier outil, c'est évidemment les tirs de nuit qui ont été créés par le commandant Jean-Louis Boudard et mis en œuvre par les autorités régionales. Et donc, une équipe d'à peu près 100 agents forestiers ont été formés au tir de nuit avec l'équipement ad hoc. Ils ont aussi suivi des formations en termes de biosécurité. Et donc, ils ont joué un rôle très, très, très important dans la gestion de cette crise. Et jusqu'à présent, plus de 550 tirs de nuit ont été réalisés. Donc, ainsi, jusqu'à avril, il y a eu des tirs de nuit jusqu'à fin mars 2021. Et donc, cet outil a été stratégique. Notamment en zone infectée, pour effectuer, je dirais, des tirs chirurgicaux, pour aller effectivement tirer des animaux sans déranger les populations. C'était vraiment la technique idéale pour déranger le moins possible tout en étant efficace. Et puis, cette technique a été aussi utile pour aider les chasseurs en périphérie pour, malheureusement, donc, continuer à détruire des sangliers. Alors, le deuxième outil important, c'est le piégeage. Et donc, la région a construit, avec l'aide de chasseurs dans certaines zones, plus de 170 pièges qui ont été disséminés. Donc, vous voyez sur cette carte qui date de juin 2020, mais chaque point est un piège et chaque numéro, là au-dessus, représente le nombre de sangliers qui ont été piégés dans le piège en question. Donc, on est à plus de 1360 sangliers piégés depuis le début de la crise. Donc, ce sont les autorités qui ont mis en œuvre cet outil, mais les chasseurs, notamment dans cette zone-ci, ont beaucoup œuvré pour que ces pièges soient efficaces. Et donc, cette technique d'ailleurs de piégeage belge, la technique belge, est reconnue au niveau européen. Et donc, il y a même un rapport technique qui circule en Europe, qui
présente la manière dont la Belgique a construit, a conçu les pièges et comment on a pu œuvrer pour qu'ils soient véritablement efficaces. Alors, donc voilà pour les outils de dépopulation. Maintenant, il y a quand même des notions importantes à bien comprendre aussi quand on aborde une dépopulation, c'est que vous devez, en temps de crise comme ça, vous adapter à la situation épidémiologique et vous adapter dans l'espace et dans le temps. Et donc, vous agissez en phase épidémique différemment de ce qui est préconisé en phase post-épidémique. Et donc, si je reprends ici le petit tableau, le graphique que vous connaissez, sur une échelle de temps, les petites barrettes représentent le nombre de sangliers positifs par semaine, hein, avec ici, regardez un pic ici en février 2019, avec plus de 90 sangliers viropositifs découverts dans la forêt, donc on était vraiment dans la phase épidémique. Et bien, pendant cette phase, la phase épidémique, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très, très important de surtout ne pas déranger les animaux malades en zone infectée. Et c'est la raison pour laquelle l'interdiction de chasse a été totale à ce moment-là, jusque décembre 2018. Et à partir de janvier 2019, dans cette zone infectée, les premiers tirs de nuit ont été réalisés, donc je vous ai dit de manière très chirurgicale pour surtout ne pas déranger les populations. Alors en zone infectée, c'était différent, donc là on pouvait y aller, donc les chasseurs ont pu continuer et maintenir leur certains types de chasse, avec ou sans chien, ça dépendait. Et donc l'objectif ici, dans la zone non infectée, c'était d'essayer de créer cette zone blanche pour éviter le contact entre des sangliers de zone infectée avec des sangliers sains de zone non infectée. Donc ça, c'était pour la phase épidémique. Et puis, la deuxième phase, ici post-épidémique, à partir d'avril 2019, à partir de ce moment-là, vous voyez que clairement, le nombre d'animaux positifs diminue drastiquement. On est en phase résiduelle ou en phase post-épidémique, c'est comme vous voulez. Et cette phase est très importante parce que là, ou bien tout va bien, ou bien vous loupez votre coup. Et si vous arrêtez vos mesures à ce moment-là, eh bien, que par exemple, vous ne ramassez plus les sangliers, les carcasses infectées, ou que vous ne continuez pas les mesures de dépopulation, eh bien, c'est la porte ouverte à la création d'une zone endémique. C'est-à-dire que si vous ne faites rien à ce moment-là, eh bien, le virus va persister dans l'environnement, persister dans les carcasses, recontaminer des animaux vivants, et donc, c'est arrivé notamment dans certains pays baltes où la situation est devenue endémique et on ne sait plus s'en sortir. Donc, il fallait, en phase post-épidémique, taper un grand coup aussi pour finalement clearer la forêt une fois pour toutes. Et c'est ce que nous avons fait et c'est ce qui a réussi. Et donc, dans la zone infectée en phase post-épidémique, donc à partir du mois de mai 2019, on a commencé la destruction des derniers, il y en avait encore pas mal, mais enfin des derniers sangliers, avec des tirs de nuit qui ont progressivement augmenté en cadence. Et dans la zone non infectée, donc le piégeage a continué, ainsi que les battues, et les tirs de nuit ont été augmentés aussi dans la zone non infectée pour aider les chasseurs à atteindre les objectifs. Et donc, sur ces cartes transmises par Alain Licops, ce qu'on voit, c'est que ça montre qu'on s'est vraiment adapté, qu'on a utilisé les différents outils en fonction notamment de la zone. Vous voyez que les tirs de nuit ont été, bon, il faudrait une échelle du temps, mais surtout concentrés dans la zone infectée au début, et puis ils sont ensuite aidés dans les zones périphériques. Le piégeage a surtout été très, très efficace en dehors de la zone infectée, dans des zones qui étaient fortement très, 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 je dirais, densément peuplées. Et donc, on voit l'importance de ces deux outils, en tout cas dans l'espace. Et puis, je vous ai mis évidemment quand même pour info les trouvés morts. Chaque point rouge est un trouvé mort positif, hein,
Et donc, vous voyez que clairement, c'est un outil de destruction le virus, hein, qui a pas mal fonctionné aussi. Donc ça, c'était pour la gomme. Maintenant, parallèlement à tout ce qui était mis en œuvre en région wallonne, les Français ont évidemment également agi, puisqu'on était quand même tout près de chez eux. Hein. Vous savez que le premier cas était à 12 km de la frontière française et 7 km de la frontière luxembourgeoise. Donc c'est sûr que tout le monde était un petit peu beaucoup d'ailleurs, en vigilance élevée. Et donc les Français ont créé une zone blanche donc qui jouxte évidemment notre frontière. Hein, Virton est là, si vous voyez. Et donc ils ont effectivement mené aussi des opérations de destruction en analysant 20% des sangliers tirés. Et tous ces sangliers ont toujours été vironégatifs. Le Grand-Duché de Luxembourg a aussi mené des opérations de surveillance et d'analyse. Et donc, pour que tout se passe bien et donc que ce soit en phase avec les mesures prises en région wallonne, eh bien, Marc Herman était responsable de la communication. Donc, chaque semaine, le chef de crise était en réunion avec la France, le Grand-Duché, l'Allemagne et les Pays-Bas pour faire état de la situation en région wallonne, en Gaume, et pour que les voisins s'adaptent. Et donc ça, c'est aussi, en termes de communication, quelque chose de très, très, très important. Voilà pour les mesures de contrôle. On les a vues toutes les 4. Alors, c'est très bien de contrôler. Maintenant, si vous voulez prendre des décisions, il faut clairement pouvoir collecter des données et des données fiables. Et donc, j'ai quelques dias sur la collection des données. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite, je vois le temps qui passe. La collection des données, donc il y a 3 niveaux de collection de données, donc c'est très très compartimenté pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Il y a des données qui sont collectées au niveau du terrain et qui concernent la recherche de carcasses, je vais en parler. Il y a des données qui sont collectées au niveau des centres de collecte et puis des données qui sont collectées au niveau des laboratoires. Donc tout ça est rigoureusement compartimenté. Alors, en ce qui concerne la collecte des données sur le terrain, je vous ai parlé de la recherche des carcasses. Donc, ça, c'est le DEMNA qui organise et qui a organisé et qui organise toujours la recherche des carcasses sur le terrain avec une procédure, une recherche qui est rigoureusement standardisée et qui se base sur des critères bien précis. Donc, c'est sûr que ce n'est pas si évident que ça de trouver des carcasses dans la forêt. Et donc, l'équipe du DEMNA se basait sur les anciens spots, donc là où on avait déjà trouvé des sangliers infectés, se basait aussi sur les recherches précédentes et les résultats des recherches précédentes dans la zone, et aussi sur un modèle, ce qu'on appelle le modèle carcasse, qui a été publié il y a 1 an et demi, et qui est un modèle qui permet de prédire les endroits les plus probables où le sanglier va aller mourir. Et donc, effectivement, ici, je vous ai mis une photo où on voit un sanglier dans l'eau. Ben, je ne dis pas qu'on les a tous retrouvés dans l'eau, mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont malades, ils ne sont pas bien, ils ont de la fièvre. Et donc, ben, comme nous, dans ce cas-là, ils recherchent la fraîcheur, ils recherchent l'humidité, l'obscurité. Et donc, ils vont aller se cacher, évidemment, dans des endroits frais. Et donc, c'est ça qu'il fallait effectivement mettre au point. Et donc, le DEMNA élaborait chaque semaine une carte des priorités où les agents du DNF devaient favoriser les endroits où il fallait aller rechercher les éventuelles carcasses. Et donc, les recherches ont été donc mises en œuvre par les agents du département nature et forêt qui ont passé des heures et des heures dans les bois et de manière efficace pour rechercher les carcasses, avec le support occasionnel de l'armée à certains moments pendant la crise. Ça, c'est pour la recherche des carcasses. Quand les carcasses étaient retrouvées, elles étaient évidemment, on les voit ici, on en voit une ici, géolocalisées. C'était évidemment très, très important d'avoir les coordonnées GPS de chaque animal. Même chose pour les animaux détruits. Il fallait, c'était une obligation d'avoir ces données-là. Puis les animaux étaient emballés et apportés au centre de collecte. Alors, en ce qui concerne le terrain, il y a aussi, en termes de collecte de données, donc, la recherche continue des sangliers vivants, qui continue encore maintenant, qui est aussi mise en œuvre par le DEMNA, qui doit aussi créer des cartes de présence, et donc qui se base sur un ensemble, une centaine de caméras qui sont disposées dans la forêt et qui permettent de visualiser et d'estimer la population qui reste dans la forêt.
Alors, la collecte des données a aussi eu lieu évidemment dans les centres de collecte, et vous avez certainement vu, vous connaissez le centre de collecte de Virton, qui a été fonctionnel dès le 8 octobre 2018, et donc c'est dans ce centre que travaillait toute l'équipe vétérinaire de l'Université de Liège avec des collègues de la région. Et donc, ce centre a réceptionné en fait tous les animaux, tous, de la zone infectée pour qu'ils soient autopsiés et prélevés. Alors, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de succès et donc c'est un centre qui a été visité par de nombreuses délégations étrangères, depuis des délégations canadiennes, américaines, des Argentins sont passés, on a eu, je crois, des Chinois, beaucoup de pays européens sont venus voir comment fonctionnait ce centre de collecte qui, en termes de biosécurité, était quand même, et est toujours, un modèle à suivre. Donc, on en est fiers. Et c'est vrai que, bon, une petite parenthèse, ça, c'était le centre de collecte de Virton était est toujours dans le district routier de Virton. Alors, ça, c'était le district routier avant la crise. Et puis, ça, c'est le district routier après la crise. Donc, ça fait qu'on a un peu envahi et on a fait un peu de désordre. Et donc, je voudrais aussi ici, j'en profite pour remercier tous les collègues du district routier de Virton qui nous ont accueillis aussi gentiment et qui nous ont permis de nous étendre pendant 2 ans, alors qu'on avait dit au début qu'on restait peut-être 3 mois. Donc, encore merci. Et merci aussi au cantonnement de Virton qui a mené, qui était un lien avec les activités qui se passaient au centre de collecte de Virton. Donc ça, c'est tous des chouettes souvenirs. Mais revenons aux collectes de données sur le terrain. Donc chaque animal était évidemment tracé. Et regardez un petit peu en termes de réactivité. Donc un animal est découvert le 26 juin, il est prélevé le 27 et le jour même, les prélèvements partaient au laboratoire de référence et le soir même ou le lendemain matin, donc en 12 à 24 heures, je recevais les résultats. Donc, on a vraiment travaillé à flux tendu et c'était très important. Sur base des autopsies qui étaient faites dans le centre de collecte, certains animaux étaient mis prioritaires quand les lésions étaient vraiment évidentes et qu'on pensait clairement que c'était un cas positif. Et si effectivement, on se rendait compte sur base de la localisation qui sortait de la zone infectée, eh bien, il était envoyé en urgence et analysé en priorité. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. En termes de lésions, les lésions les plus suggestives, ici, on voit une rate de sanglier. Ça, c'est une rate normale d'un sanglier sain. La plus belle lésion était une splénomégalie qui était quand même retrouvée dans un large pourcentage d'animaux positifs, mais qui peut aussi signer d'autres maladies. Donc, il y a quand même un différentiel à faire à ce niveau-là. Splénomégalie, des hémorragies au niveau des reins. Tous les organes lymphoïdes étaient touchés, infectés avec de fortes hémorragies, avec une lésion qui n'était pas si commune que ça, mais qui était extraordinaire. C'était des hémorragies au niveau des ganglions gastro-hépatiques, qu'on peut voir ici très, très rouge. Ceci, c'est l'estomac du sanglier. Donc, on avait parfois de belles lésions et puis parfois rien du tout. Donc, c'est pour ça que les animaux étaient analysés systématiquement. Quand les carcasses étaient retrouvées en très mauvais état, ce n'était pas la rate ou les reins qui étaient envoyés, mais un os, parce que effectivement, le virus de la peste porcine africaine peut survivre dans les os pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça dépend des conditions. Et donc, on peut retrouver du virus dans ces os. Et donc, c'est ce qu'on faisait. Donc, les données étaient collectées au niveau du laboratoire de référence Sciensano et des données étaient collectées aussi à la faculté de médecine vétérinaire pour le suivi des enquêtes sérologiques, le séquençage et les checks en termes de biosécurité. Et donc, toutes ces données sont collectées sur le terrain, dans les centres de collecte et dans les laboratoires pour être assemblées dans une grosse banque de données qui est la Wildborne Database, qui est une banque de données évidemment importante et qui était utilisée pour prendre les décisions au niveau du comité stratégique. Et sur base de ce qui était décidé, on adaptait les données cartographiques directement si on trouvait on détectait des animaux positifs en dehors des zones. Donc les données cartographiques étaient directement adaptées et toutes ces données étaient communiquées évidemment vers les régions, le fédéral
les autorités européennes, les pays voisins, les différents intervenants et les médias. Je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ça, mais cet aspect communication est important, et évidemment très important aussi. Voilà, pour ceci, ça va. Oui, voilà, peut-être un exemple un extrait de la banque de données. Donc, pour chaque animal est repris sur une ligne horizontale, et pour chaque animal, vous avez tout. Donc, date où on l'a trouvé, comment il était, presque son nom, s'il est positif ou négatif, évidemment, et ces données étaient transmises directement à l'AFSCA qui, en cas de positivité, transmettait directement le résultat dans la banque de données européenne, la DNS, et pour les données de l'OIE. Donc ça, c'était vraiment à flux tendu, et la collaboration avec le laboratoire Cienzano était vraiment très, très importante. Et donc, on travaillait, on était en contact presque journalier pour la transmission des résultats au fort moment de la crise. Alors, quelques mots peut-être sur la biosécurité, parce que j'en ai pas parlé, ça a été très important depuis septembre 2018. Alors, la biosécurité, ce sont toutes des mesures qui doivent être mises en œuvre pour éviter la dispersion du virus, soit vers des élevages, soit au sein même de l'environnement, dans des forêts qui seraient indemnes. Alors, pourquoi doit-on prendre des mesures aussi drastiques? Eh bien, c'est parce que, je vous l'ai dit, ce virus est très résistant dans toute une série de matrices différentes. Et je vous ai mis simplement ici quelques chiffres pour bien vous fixer. Donc, par exemple, dans de la viande congelée, le virus est capable de survivre plus de 1000 jours. Dans des morceaux de peau séchée, comme sur les morceaux que je vous ai montrés, les cadavres que je vous ai montrés, le virus peut survivre plus de 300 jours, cela en fonction quand même de la température et de l'humidité. Je ne rentre pas dans les détails, mais par exemple, pour les chasseurs, eh bien, une goutte de sang conservée à 4 degrés, par exemple sur des bottes, si vous ne nettoyez pas vos bottes et que cette goutte de sang est virulente, eh bien, 18 mois plus tard, le virus sera toujours présent dans cette goutte de sang. Donc, c'est sûr que ces données vous font comprendre pourquoi on était très, très, très à cran sur les mesures de biosécurité, aussi bien sur le terrain, et grâce à la protection civile qui a formé les agents du département nature et forêt à ramasser, en prenant les conditions strictes des sangliers infectés qui étaient découverts en forêt, enfin infectés ou pas infectés, puisqu'on ne le savait qu'a posteriori. Les chasseurs ont aussi suivi des formations en biosécurité. Il y en a, je pense, 5 qui ont été organisées en Go, mais ce qui leur a permis de, lorsqu'ils détruisaient un sanglier, par exemple dans la zone infectée, de l'emballer convenablement, de suivre une procédure bien précise, et ils recevaient d'ailleurs des indemnités, 100 € en zone infectée et dans la zone d'observation renforcée, et 50 € en zone de vigilance s'ils apportaient au centre de collecte un sanglier donc correctement emballé. Et donc, ces mesures de sécurité étaient aussi très, très importantes pour éviter la dispersion du virus. Les agents du DNF, les travailleurs forestiers ont aussi subi des formations en biosécurité. Je vous passe les détails du centre de collecte où effectivement, et pour les échantillons et pour les carcasses, tout était tout était envisagé avec beaucoup de précautions. Et par exemple, la région a dû louer pendant tout le temps de la crise un camion qui était uniquement destiné à transporter les carcasses de sangliers depuis ici la Gaume jusqu'au centre d'Enderloo en Flandre où les carcasses étaient incinérées. Et donc ce camion ne servait qu'au transport des carcasses de sangliers pour éviter évidemment tout contact avec les élevages de porcs. Ça, ce sont des photos sur les équipes de désinfection, que ce soit les collègues de la protection civile, les agents du DNF. La région wallonne a dû engager plus d'une vingtaine d'ouvriers qui ont évidemment œuvré dans les manœuvres de recherche des carcasses sur le terrain, mais qui ont aussi aidé les vétérinaires dans les approches de désinfection dans le centre de Virton. Alors, je crois que je vous ai mis 2 ou 3 dias concernant l'état des lieux. Au terme finalement de cette crise, c'est quand même important de le dire, eh bien, les exploitations porcines sont restées indemnes.
Et c'est vrai qu'au moment où la décision a été prise et que j'ai mis plus de 4000, je crois même que c'est plus de 5000 porcs qui ont été abattus de manière préventive dans la zone infectée provisoire de 630 km². Et cette mesure a été difficilement acceptée, évidemment, au moment où elle a été mise en œuvre, parce que c'était évidemment difficile pour les éleveurs d'envisager d'abattre des porcs sains, mais c'était une condition qu'il fallait remplir pour éviter effectivement tout switch vers les suies domestiques. La surveillance a été maintenue aussi et est toujours maintenue dans le reste de la Belgique, en Wallonie et en Flandre. Donc, des mesures de surveillance sont toujours en cours. Donc, on continue à analyser les sangliers trouvés morts d'origine inconnue pour vérifier s'ils ne sont pas porteurs du virus de la peste porcine africaine. Et ces opérations sont organisées par une équipe de 15 vétérinaires qui évidemment sont appelables et vont sur le terrain pour prélever sur une carcasse d'un sanglier trouvé mort les organes qui doivent partir pour Cienzano. Et les équipes du département nature et forêt s'occupent ensuite de la carcasse en respectant des mesures de biosécurité importantes. Donc ça, cette surveillance est toujours d'application et va le rester encore longtemps. L'état des lieux ici en avril 2021, donc on est à plus de 5600 analyses PCR réalisées. Vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent cette carte-ci qui reprend donc la zone infectée avec les cas positifs en rouge et les cas négatifs en vert, chassés, piégés, détruits, tout ce que vous voulez. Alors, peut-être une petite information ici, c'est que sur les 833 cas viropositifs, eh bien, 801, c'est-à-dire 96%, ont été des animaux trouvés morts. Donc, c'est le virus qui les a tués. Et donc, pour le reste ici, certains tirs sanitaires ont permis de mettre en évidence 16 sangliers infectés, certains détruits, mais très très peu étaient positifs, ce n'était pas l'objectif, certains piégés aussi. On a eu quelques accidentés de la route. 2 tirs de nuit sur les 833 positifs étaient des animaux infectés. Donc ça, cette dia-ci, je vais aller plus vite, vous l'avez déjà vu, donc c'est l'évolution hebdomadaire des cas viropositifs depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui. Le dernier cas frais viropositif date de août 2019 et les derniers ossements viropositifs datent de mars 2020. Ce sont des ossements qui ont été retrouvés dans la région de Tintigny avec des charges virales, en tout cas très très peu d'ADN dans l'os, dans les os en question, et ces os n'étaient plus virulents. Ça, c'est important. Et donc, il me reste 2 dias. Il y en a celle-ci, c'est juste un résumé. Voilà, l'outbreak a été déclaré le 13 septembre 2018 et les zones réglementées ont été levées par la Commission européenne le 20 novembre 2020. Donc, on est 26 mois plus tard. Donc, c'est quand même un record en termes de timing. Et nous avons retrouvé notre statut indemne de PPA en décembre 2020. Alors, ça, c'est très personnel, mais je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on a réussi? Et je pense que, et vous l'avez quand même, si vous avez un peu suivi ce que je vous ai dit, je pense que ça peut être résumé ici par 6 mots-clés. C'est qu'on avait anticipé, on a fait preuve de beaucoup de réactivité dès l'arrivée dès les premières notifications, puisqu'en 2-3 jours, les zones provisoires étaient élaborées. Les experts européens sont arrivés 3 jours après la découverte des cas. La collaboration et la transparence est un point très très important qui a permis une excellente ambiance dans le comité stratégique qui rassemble finalement des gens de différents horizons, mais des gens avec des compétences très variées. Et c'est aussi, je pense, un secret de la réussite pour la région. L'endurance, mais vous l'avez vu aussi, en fait, que ce soit les
les prospecteurs sur le terrain, les gens qui ont travaillé dans les équipes qui ont travaillé dans les centres de collecte, les agents qui ont effectué les tirs de nuit, les piégeurs. Ça a été un travail harassant pendant 2 ans. Aussi important et pas toujours compris de tous, c'est qu'on s'est adapté à la situation et qu'on a parfois pris des mesures en fonction de on a pris des mesures en fonction de la situation épidémiologique du moment qu'il fallait aussi faire comprendre depuis la communication dont je vous ai parlé. Et donc, je termine sur une dia sur base d'un article que j'ai lu. Je vous avais parlé de la Chine en débutant et finalement j'y reviens pour clôturer mon exposé, et cette fois dans un contexte One Health. Et je voudrais ici souligner, c'est un article qui est sorti en février 2021. Il a été rédigé par des collègues chinois et des collègues de Glasgow et qui pose en fait une hypothèse intéressante. Et en fait, il y a une étrange association d'événements. Et je vous explique. Dans les provinces du sud de la Chine, c'est en fait au moment où les prix du porc ont flambé, en 2019, à cause de la crise de la peste porcine africaine, qu'a émergé le SARS-CoV-2. Donc ça, c'est une association d'événements. Mais les auteurs, en fait, émettent l'hypothèse que dans ces régions, il aurait pu y avoir un changement majeur dans les habitudes alimentaires, avec une augmentation de la consommation de viande sauvage ou d'animaux d'élevage non conventionnels. Et ce, finalement, pour pallier à la grave pénurie donc, de viande de porc. Et en fait, c'est d'autant plus plausible que dans ces provinces du Sud, ces provinces sont culturellement plus enclines à manger de la viande sauvage ou de la viande d'animaux non conventionnels. Il y a des élevages de civettes, des élevages de rats très particuliers aussi. Il y a aussi beaucoup de fermes d'élevage de visons, des élevages de renards, des élevages de chiens viverins qui sont élevés pour la fourrure, mais qui peuvent, dans certains cas, être une source alimentaire alternative pour des populations qui sont privées de viande de porc, donc en cas de pénurie, comme ce qui a été vécu en 2019. Et par ailleurs, pour en ajouter une couche, c'est dans ces régions qu'on retrouve les 4 espèces de rhinolophes qui sont potentiellement des autres réservoirs du SARS-CoV-2. Donc voilà, je soumets cet article à vos cogitations parce que je le trouve intéressant dans un concept One Health. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Donc, est-ce que éventuellement, Monsieur le gouverneur ou Monsieur le secrétaire perpétuel souhaiteriez rebondir en cette fin de séance sur différents aspects qui ont été évoqués? Et je crois qu'on pourrait continuer encore de manière très prolongée cette intéressante discussion. Merci beaucoup à Madame Linden pour cette brillante présentation qui est très intéressante et qui manifestement a été suivie par un très grand nombre de personnes qui ont posé des questions qui sont parfois brûlantes et qui la mettent sur le grill, qui sont des questions sources effectivement de polémique, et on peut très bien le comprendre. Il y a des facteurs humains, mais aussi des facteurs économiques et donc on peut espérer que les mesures qui ont été prises permettront d'éviter la récidive, mais la vigilance est la mère de la prudence, et en médecine, on ne peut jamais dire que nous n'aurons plus d'épidémie. Je vous dirais que dans l'Académie de médecine, vous voyez le bâtiment derrière le présentateur, derrière M. Morès, bien, à l'Académie de médecine, on garde les traces de toutes ces épidémies humaines qui ont eu lieu au XIXe siècle. Et nous étions persuadés, moi je lis ça avec beaucoup d'intérêt en disant, tiens, il y a eu une épidémie par exemple de choléra en 1830 et 1848. J'étais persuadé que tout ça, c'était du passé, que ça n'arriverait plus jamais. Et puis on a fêté le 100e anniversaire de l'octroi du prix Nobel à Bordet. Jules Bordet est un grand immunologiste, c'est l'homme qui a découvert le germe de la coqueluche, et on était persuadé que tout ça c'était des trucs de l'ancien temps. Et puis Barnaf, nous y sommes, et peut-être que finalement la peste porcine africaine et le coronavirus, c'est le même combat. Donc, je pense que Mme Linden a aussi parfaitement raison d'avoir insisté sur le concept
d'une seule santé intégrée, One Health, et nous ne saurons jamais si finalement l'origine du coronavirus, ce sont les chasseurs chinois qui sont allés manger de la viande sauvage qui n'est certainement pas contrôlée comme dans nos pays. Et tout ceci montre bien l'importance d'une vigilance permanente et de la collaboration interdisciplinaire avec des personnes d'expertise très, très différentes. Je passe certainement la parole à Monsieur le gouverneur Schmitz qui va finalement nous donner le mot de la fin. Merci. Merci à vous. Je voudrais vraiment remercier le professeur Linden pour la qualité de son exposé. Je pense, pour être aussi fort impliqué dans différentes gestions de crise, que si nous voulons, et c'était l'objet d'une des questions, si nous voulons améliorer notre capacité de réaction en cas de nouvelle crise, que ce soit de ce type-là ou d'un autre, nous devons passer par ce type de retour d'expérience, cette capacité, comme vous l'avez eu ce soir, de jeter un œil sur les procédures qui ont été mises en place, sur les capacités d'amélioration, et de faire preuve aussi d'une immense transparence à l'égard de tous ceux qui n'ont pas été des acteurs, mais qui ont suivi le développement de cette gestion de crise de près parce qu'ils étaient impactés ou intéressés. Et je crois que c'est un exercice indispensable, très difficile, mais indispensable à la fois pour améliorer les procédures dans le futur et aussi pour associer un maximum de citoyens à la réflexion, à l'acceptation des mesures qui sont prises. Et pour toutes ces raisons, professeur Linden, je voulais vraiment vous remercier et vous dire qu'évidemment, vous serez associé à une prochaine invitation à Arlon dans le cadre d'une conférence d'un autre conférencier, mais j'aimerais pouvoir réunir évidemment ceux qui ont été présents au travers de ces cours-conférences en vidéo. Je sais que l'exercice est particulièrement compliqué, mais ce soir, il était réussi. Et je vous en remercie. Je voulais évidemment remercier l'ensemble des participants à ce cours conférence et vous donner rendez-vous à la prochaine fois. Mais c'est pour ça que je vous cède la parole. Voilà, je pense que nous pouvons clôturer ici ce cours conférence du Collège Belgique. J'espère avoir pu vous montrer que les académiciens, les académiciennes sont des personnes impliquées dans la vie de tous les jours, même si leur action est le plus souvent concrète et discrète. Le but de toutes ces réunions, de toutes ces conférences est de stimuler l'intérêt de toutes les personnes et de montrer que les académies jouent leur rôle dans la gestion cohérente de la santé publique humaine et animale. Monsieur le gouverneur, merci. Madame Linden, vous êtes là, comme je l'ai dit en début de séance, la première violoncelliste ou violoniste de cet énorme orchestre qui a pu réussir à vaincre cette épidémie. Et nous espérons pour le bien de tous qu'il s'agit d'un chapitre définitivement clos et que nous pourrons passer à la prochaine pandémie avec davantage de sérénité et encore plus de compétences. Merci à tous et bonsoir.